dimanche, c'est politique se poursuit ici sur ETélé, l'heure à l'hebdo des éditorialistes, juste après la virgule. Nous sommes déjà sur place avec nos invités que nous allons présenter. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Théodule et bonjour à tous les téléspectateurs. Très bien, merci à vous. Félicien Fayon, journaliste au quotidien Le Matinal. Et puis sur ce plateau, Urbain Akapo, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour chers auditeurs, auditrices, bonjour chers téléspectateurs de ETélé. Très bien, merci d'être là. Vous êtes, je rappelle que vous êtes le directeur de publication de Monde Info 7 et puis rédacteur en chef par intérim de Radio Planète. Nous avons un troisième, Jacques Bocco, qui va nous rejoindre d'ici là. Jacques Bocco, rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Alors, les sujets, nous allons les choisir ensemble. Sur ce plateau, je commence par Félicien Fayon. L'actualité qui vous a marqué dans la semaine? J'ai été sensible par rapport à cette actualité relative au retrait du Bénin, notre pays, de la liste donc, des pays issus par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides, et également qui a coïncidé avec pratiquement la remise du rapport par la Commission béninoise des droits de l'homme au chef de l'État. Très bien. Merci. Notez. Alors, Urbain Akapo, et vous? Qu'est-ce qui vous a marqué dans la semaine? Bon, ce qui m'a marqué dans cette semaine, il s'agit bien sûr de cette actualité au sujet du classement du Bénin. Le Bénin qui, grâce donc aux différentes luttes, je veux bien sûr parler de la douane, les différentes luttes contre les produits prohibés, surtout dans le cadre de la lutte contre Covid-19, le Bénin qui a fait bonne performance et qui a été donc classé 13e au plan mondial, c'est-à-dire sur 99 pays au plan mondial et 4e au plan africain. Très bien. Nous commençons par Félicien Fayon. Oui, alors pourquoi avez-vous choisi ce sujet, retrait du Bénin de la liste des pays sûrs de l'OFPRA? Oui, ce sujet a retenu mon attention, surtout à cause de polémiques qu'il y a eu autour de cette décision de l'OFPRA. Et l'inquiétude que cela a suscité au sein donc, de certains concitoyens et certains organisateurs au niveau international et même des amis que j'ai dans d'autres pays m'ont écrit. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Est-ce que la situation est si grave? Qu'est-ce qui a pu donc arriver à votre pays pour que vous en soyez donc à arriver là? J'ai estimé quand même qu'il est important non seulement d'expliquer un peu cet office, ce que c'est que cet office, le rôle de cet office, et les éventuelles implications donc de cette décision contre le Bénin. Je voudrais d'abord commencer par expliquer qu'en réalité, il s'agit de l'Office français, et je voudrais qu'on souligne le mot français, oui. L'Office français donc, de protection des réfugiés et des apatrides. Donc il ne s'agit pas d'un office africain, il ne s'agit pas d'un office mondial, il ne s'agit non plus d'un office universel, il ne s'agit pas d'un office béninois, c'est un office français. Ça veut dire que c'est une structure qui est propre à la France, créée par la France. Et donc, il prend juste des décisions qui rapportent juste avec la France. Je veux ainsi dire que la décision de l'OFPRA, par exemple, ne s'impose à personne. L'OFPRA a fait juste un classement qui estime que le Bénin ne peut plus figurer sur la liste des pays qu'ils estiment être des pays sûrs. En fait, c'est ça en réalité. Et quand j'ai essayé de voir un peu le mode de fonctionnement, j'ai essayé de voir un peu la manière dont les raisons, la démarche qui aboutit au classement et au déclassement d'un pays. En tout cas, en ce qui concerne les raisons évoquées pour le cas du Bénin, c'est qu'il paraît que les demandes qui ont été adressées au Bénin, enfin, qui ont été adressées à la France, c'est dans l'OFPRA, pour obtenir donc de refuge en France, il paraît que parmi ces gens-là, les un quart représentent des gens qui sont persécutés politiquement dans leur pays, le Bénin. Ça a été pratiquement la seule raison avancée et la raison tangible d'ailleurs pour laquelle on estime que le Bénin ne peut plus rester sur cette liste. Et je dis d'accord, même si on devait donner un caractère important à l'OFPRA et estimer que l'OFPRA est une grande structure dont les décisions pourront agir sur le Bénin, alors est-ce que ces raisons suffisent déjà pour qu'on dise que le Bénin n'est plus un pays sûr? Surtout que
actuellement, à l'instant où nous parlons, il y a des ressortissants français qui sont sur le territoire béninois. Ils sont actuellement là. L'ambassade de France est là. Tout marche bien. Les relations entre le Bénin et la France n'ont connu aucun problème. Et ces derniers temps-ci d'ailleurs, on n'a même pas appris qu'il y a eu un étranger ou encore moins un Français qui a été embêté au Bénin. Et donc, mais la France reste là-bas et estime qu'il y a des gens qui sont politiquement persécutés. Et donc, pour cela, le Bénin n'est plus un pays sûr. Il revient maintenant aux téléspectateurs eux-mêmes d'en tirer les conclusions. Et aussi de ne pas oublier que parmi des gens qui sont en conflit avec la loi dans leur pays et qui ont fui pour aller en France, la plupart d'entre eux avaient déjà demandé, sinon demandé depuis longtemps, à avoir le statut de réfugié en France. Et des démarches ont été menées, c'est sûr, ils n'ont pas pu avoir gain de cause. Et l'OFPRA, à aucun moment donné, puisqu'il y a suivi le porte-parole du gouvernement, qui a dit que l'OFPRA n'a pas toutes les informations. C'est ce que le gouvernement, le porte-parole dit. Ce qui signifie que l'OFPRA n'a pas mené forcément une démarche contradictoire envers l'État béninois pour vérifier ce qui a été dit sur lui, ce qui a été dit de lui par ceux qui estiment, d'accord, qui sont persécutés dans leur pays. Il n'y a pas une démarche contradictoire. Nous avons une commission béninoise des droits de l'homme. Nous avons le HCR qui est là. Et récemment, d'ailleurs, le HCR a classé le Bénin comme étant un pays où les réfugiés peuvent venir. Le HCR est une structure de l'ONU, en quelque sorte. Et donc, vous voyez un peu le paradoxe, si une structure de l'ONU, une structure qui est bien reconnue, estime que ça va, et qu'un office français, d'accord, pour ne pas dire une organisation non gouvernementale, revient à dire que, oui, le Bénin n'est pas un pays sûr. Pour moi, c'est que ça pose un problème. Et au même moment, nous avons vu le président Kapo Chichi remettre au chef de l'État un rapport sur l'état des droits de l'homme en République du Bénin. Nous ne connaissons pas encore le contenu. En tout cas, je ne sais pas si des gens ont déjà lu ce rapport. Je ne l'ai pas lu encore moi-même. Mais je retiens simplement qu'il y a un rapport qui a été remis. Et c'est sûr qu'il y a une procédure en cours pour que nous puissions avoir une idée de ce rapport-là. Le contenu, oui. Voilà. Oui, merci à vous, Félicien Fayon. Je rappelle qu'il nous a rejoint. Jacques Bocco, comme annoncé. Jacques Bocco, bonjour. Bonjour Théodule et bonjour téléspectateurs. Voilà, je rappelle que Jacques Bocco est rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Certainement que la pluie vous a embêté. Oui, c'est la pluie. Et je présente mes excuses aux téléspectateurs et comme j'y suis, allons-y. Voilà. Très bien. Avant de venir à vous, nous allons écouter Hubert Akapo sur le sujet, le développement de Félicien Fayon tout à l'heure. Vous savez, c'est le jeu politique qui se joue. Et je crois que les gouvernants actuels sont conscients de l'enjeu. Ils savent que c'est comme ça se passe. Quand on est dans un pays comme le Bénin, cette mesquinerie, il faut se préparer à faire face à ça. Quand on parle en classe de... Non, c'est de la mesquinerie. Et ça, vous savez, on a tendance au Bénin à... Comment on appelle? Il y a un mythe qui nous envahit tout le temps au Bénin. Et on pense que... comment on appelle? On agit dans l'ombre. On agit dans l'ombre contre nos proches, ceux-là avec qui on ne s'entend pas. On fait tout. Ça a toujours été... Mais rappelez-vous de ce que Béhanzin avait dit dans ce pays. Il dit qu'il n'y aura jamais de la guerre, mais qu'on ne va jamais s'entendre. C'est ce qui se passe. Moi, j'ai eu à mener des... Nous allons perpétuer ça. Nous n'allons pas perpétuer. Tant que vous n'avez les temps ont changé, la dynamique, elle est autre aujourd'hui. Les temps ont changé, mais... comment on appelle ce que Béhanzin a dit, je ne vais pas en faire polémique, mais ça continue toujours de nous ruiner. Je laisse ça de côté. Moi, j'ai eu à mener une investigation à propos de cette situation où on classe le Bénin. Moi, j'ai contacté, on a des Béninois quand même en France, on a des Béninois en Europe qui ont les vraies informations. C'est notre ambassade là-bas qui devra jouer un rôle. Parce que ceux qui ont demandé, ceux qui ont formulé des demandes, est-ce que vous savez, je vous souffle, est-ce que vous savez que ceux-là qui ont demandé d'asile en France, là, qui se disent persécutés dans leur pays, vous savez qu'en retour, ils ont de la monnaie qu'ils perçoivent à la fin de chaque mois. C'est de l'information que je vous apporte. Hein? Bon, reste à vérifier. Non, reste à vérifier. C'est parce que nous, on a eu les vérifications que nous sommes en train de parler. On l'a affirmé. Je m'appelle Hubert Akapo, c'est moi qui le dis. Et ça n'engage que moi. C'est parce que ceux-là, ceux qui se disent persécutés dans leur pays, là, se cachent sous le couvert de comment on l'appelle, de notre
Je ne veux pas citer son nom. N'allons pas citer, nommer des gens. Je ne veux pas citer son nom, mais en politique, c'est comme ça. Très bien. C'est pour ça que je n'ai pas voulu en faire polémique. Tout le monde sait que c'est comme ça. Même l'actuel gouvernail sait que c'est comme ça. C'est un jeu politique qui se joue. Très Donc, laissez cette affaire de réfugiés. Eux-mêmes qui parlent là, ils savent que c'est comme ça. C'est un jeu, ils sont en train de jouer. Donc, moi, ce qui m'indigne dans cette affaire, c'est que la France, qui est un pays, notre colon, et qui se met dans ce jeu. C'est une structure, nous n'allons pas qualifier la France. Non, mais une structure, la structure vaut ce que valent les hommes qui l'animent. Très bien, merci à vous. Nous allons écouter Jacques Boko, d'abord enregistrer son sujet, et puis l'écouter aussi sur la question. Le sujet qui vous a marqué dans la semaine. Bon, c'est la rencontre entre le chef de l'État et les centrales et confédérations syndicales à propos des 30 heures. Voilà. Et là, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Non, d'abord, la flexibilité du chef de l'État. Ce qui n'était pas d'office gagné. Parce que quand les syndicalistes y vont, souvent, c'est une autre Très bien. que nous enregistrons. Vous aurez le temps de développer tout ça tout à l'heure. Maintenant, votre avis sur la question du classement du retrait du Bénin de la liste des pays issus par l'OFPRA. Non, je pense que en tant que Béninois, je ne dois pas être fier de ce classement-là, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une très mauvaise publicité pour notre pays à l'international. Et puis, je pense que Félicien l'a souligné. C'est une très mauvaise publicité parce que des gens travaillent avec ces indicateurs-là. C'est important de le souligner. Maintenant, comment en sommes-nous arrivés là? C'est ce qu'il faut chercher à savoir. Oui, notre commission des droits de l'homme a déposé un rapport au chef de l'État dont nous ne maîtrisons pas totalement le contenu. Et c'est dans la foulée que cette décision sort. Est-ce que, je me pose la question, si ça avait avantagé le Bénin, est-ce qu'on aurait les mêmes appréhensions, les mêmes critiques? Donc je pense qu'il faut prendre un peu de recul et analyser objectivement. C'est vrai, on ne peut pas... Moi, d'abord, je ne maîtrise pas toute la procédure que la structure fait pour publier ce genre de résultats, pour prendre cette décision-là. Est-ce que c'est une démarche contradictoire forcément? Parce que nous n'ignorons pas. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout se sait. Il y a des décisions de la Cour africaine qui se sont succédées par rapport à un certain nombre de personnalités. Nous avons d'autres facteurs qui entrent en jeu forcément. Et puis, la France dont nous parlons, c'est quand même un pays qui a sa représentation ici. Nous avons l'ambassade, par exemple. Je ne dis pas forcément que tout est parti de l'ambassade ici, mais c'est des pays qui ont des yeux un peu partout et qui font aussi des investigations. Dans le pays, ils ont un certain nombre d'informations. Donc, balayer du revers de main toute la décision, moi je pense là, on ne va pas avancer. Il faudrait que nous prenions du recul, que nous voyons là où nous avons trébuché. S'il y a lieu de corriger rapidement certains dysfonctionnements, il faudrait que nous y allions. Je pense que au-delà des aspects politiques qu'il faut voir, c'est fait déjà, et à l'international, ça va jouer forcément contre nous. Donc moi, ce que j'aurais proposé, que nous ne fassions pas du lynchage médiatique, mais plutôt que nous prenions du recul, que nous fassions notre introspection pour voir, pour analyser dans le fond la décision qui a été rendue, que de jeter par exemple de l'opprobre sur la situation en question. Je suis sûr que si ça arrangeait le Bénin, alors on va s'y mettre, on va applaudir et voilà quoi. Très bien. Oui, certainement, Félicien a réagi par rapport... Oui, je pense que moi, ma réaction n'a
pas pour objectif peut-être de jeter de l'opprobre sur le WEFPRA. J'ai juste expliqué un peu le fonctionnement de cet office, juste expliqué un peu le rapport qu'il y a entre cet office et le Bénin, et essayer donc de voir un peu les éventuelles implications de cette décision contre notre pays, le Bénin. Sinon que l'implication majeure et qui peut favoriser certaines personnes, c'est que ceux qui ont déposé des demandes d'asile auprès de cet office ont désormais le boulevard ouvert pour avoir donc une cause. C'est-à-dire que c'est la plus grande implication tout de suite. Or, tant que le Bénin demeurera sur cette liste des pays sûrs, il ne leur sera pas facile d'obtenir ce statut de réfugié. Ça va être très compliqué pour eux parce qu'en réalité, la procédure prend parfois beaucoup d'années avant donc d'aboutir. Mais tant que votre pays est là, c'est qu'il faut des démarches contradictoires, il faut écrire au pays pour demander si effectivement les raisons avancées sont vraies, il faut tout ça. Mais si le pays n'est pas sur la liste des pays sûrs, c'est qu'on n'a pas besoin, l'OFPRA n'a pas besoin de cette démarche-là avant d'attribuer donc ce statut-là. Alors, est-ce que ce qui nous est arrivé est l'œuvre de ceux qui ont fait des demandes auprès de l'OFPRA pour obtenir, d'accord, l'asile et qui sont en difficulté depuis plusieurs années? Je ne sais pas si c'est cela. Mais je me rappelle quand même d'une chose. Le président Boni Yahi, lors d'un entretien avec les journalistes, le 1er août, avait dit ceci. Mais quand on lui a posé la question de savoir ce qui s'est passé pour que son pays, le Bénin, d'accord, ait connu de déclassement par Reporters sans frontières depuis que il a pris le pouvoir, alors qu'avant qu'il ne vienne 2 fois de façon consécutive sous le président Kérékou, feu président Mathieu Kérékou, le Bénin a été premier, pas 2 fois. Il a répondu ceci. Il dit: on estime que dans mon pays, des journalistes sont emprisonnés. On estime que dans mon pays, les droits, les libertés de la presse sont bâillonnés et que ça ne va pas. Et qu'un jour, lui, il est allé en France. En voulant aller en France, il a demandé qu'on lui paye des journaux béninois. Les gens sont allés dans les kiosques, ils ont payé beaucoup de journaux. Et quand il est allé au siège du Reporters sans frontières, il leur a jeté ces journaux-là sur le tas pour dire: mais regardez les titres de ces journaux-là. Vendu ici chez vous. Vendu ici chez nous. Et pourtant, ces gens n'ont pas été condamnés. Ils n'ont même pas été interpellés. Ils n'ont même pas reçu de convocation. Et vous estimez qu'il n'y a pas de liberté de presse dans mon pays? Je dis bien, c'est le président Boni Yahi qui l'avait dit. Alors, en agissant ici, c'est sûr qu'il a remis en cause un peu le crédit, d'accord, du déclassement de notre pays par Reporters sans frontières. Il a remis ça en doute pour dire qu'il ne sait pas en réalité sur quoi est-ce qu'on se base. Ils sont basés pour... Vous voyez un peu, dans ce même pays, sinon qu'il y a quelques semaines, nous avons appris d'ailleurs que les rapports d'institutions internationales, d'organismes internationaux seraient manipulés. Je ne sais pas si vous avez appris ça. Même au plan international, on dit qu'il y a des rapports qui ont été manipulés, Banque mondiale, FMI, et on dit ça. Est-ce à dire que ces structures-là, on peut les manipuler? Est-ce à dire qu'on peut, il y a possibilité de manipuler l'OFPRA contre le Bénin pour que des gens aient satisfaction? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des demandes et qui veulent avoir satisfaction parce que cette émission, ils sont en conflit avec la loi au Bénin. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Et il y a eu même des rumeurs dans ce pays. Je ne sais pas si c'est vrai. Au moment où le président Patrice Talon, il n'était pas encore président, il était en exil. Où je crois c'est, comment on appelle cette structure-là qui nous appuie, a essayé d'interpeller, on a interpellé le Bénin pour dire mais que nous allons perdre des crédits, nous allons perdre des fonds. Des gens avaient même fait croire que c'était l'œuvre de Patrice Talon. Mais comment est-ce qu'une seule personne, un individu, peut aller agir comme ça pour que nous puissions manquer de fonds là, de MCA bien sûr, voilà, le Millennium Challenge et compte. Est-ce que c'est possible qu'une seule personne aille manipuler une structure? Ben, c'est resté dans leur tête jusqu'à ce jour. Alors donc, quand moi je me rappelle de tous ces faits, je me demande si c'est possible, s'il est possible, s'il n'est pas possible que l'OFPRA soit manipulé. Puisqu'en réalité, la principale raison, Jacques Boko a dit tout à l'heure qu'il faut qu'on fouille. On a fouillé. Quand la déclaration a été faite, les raisons avancées, c'est que les 1/4 des demandes effectuées au niveau de l'OFPRA parlent de persécution politique. C'est la raison principale. Il n'y a pas eu d'autres raisons. Non, je n'ai pas. J'ai dit, est-ce que c'est. Je ne sais pas, la démarche, elle est forcément contradictoire au niveau de la structure en question. Je n'en sais rien. Est-ce que pour rendre sa décision, la structure a besoin forcément de faire de la contradiction? Est-ce que, par exemple, une structure comme Reporters sans frontières vient faire de la contradiction avant de rendre ses rapports, avant de publier ses rapports? Donc, moi, je ne sais pas si il faut forcément que l'OFPRA saisisse le gouvernement béninois pour avoir sa version avant de rendre sa décision. Non, moi, je ne sais pas. Mais l'autre chose, ce ne sont pas des structures qui prennent des décisions sur un coup de tête ou sur des sauts d'humeur. Non, je suis sûr qu'ils ont dû fouiller
hein, ils ont dû fouiller, ils ont fait des recoupements d'informations. Comme je l'ai dit, ils ont aussi des yeux, des représentations dans des pays. Ils ont un certain nombre de rapports qu'ils ont sans doute consultés. Donc, moi, je pense que... et puis, ce n'est pas la première fois que cette structure en question veut délivrer ou va délivrer le statut de réfugié à des gens, disons, réfugiés ou en exil en France. Je suis sûr que l'OFPRA a toujours délivré ce statut à des gens. Maintenant, est-ce que... Sébastien Adjavon, il a eu ce statut. Voilà, mais avant qu'il ne l'ait, est-ce que le Bénin a été déclassé avant qu'il ne l'ait? Donc on ne peut pas dire que parce que on veut délivrer le statut de réfugié ou d'exilé à des compatriotes, on a dû déclasser le Bénin. Donc vous voyez, quand on met tout ça bout à bout, moi je pense que, comme je l'ai dit, au-delà de la décision qui a été rendue, qu'on peut interpréter de 1000 manières, je pense maintenant qu'il faut agir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que rapidement nous soyons remis à l'endroit. Donc moi je pense que c'est important. Si ça avait avantagé le Bénin, j'avoue, ce serait du tapage autour de la communication. Donc, oui, mais c'est pas une raison pour laquelle il faut pas s'indigner de cette mauvaise publicité qui est faite, d'accord, contre notre pays, le Bénin. Moi, vous vous rappelez, en 2012, lorsque l'OFPRA voulait retirer le Mali de sa liste, je rappelle que le Togo n'est pas sur la liste. D'accord. Je rappelle qu'il y a même des pays de la sous-région, qui ne sont pas sur la liste. Il n'y a aucun problème. La France a de très bons rapports avec ces pays. D'accord. Des ressortissants français sont dans ces pays. Il n'y a aucun problème. C'est pour vous dire qu'en réalité, il y a plus de peur que de mal. En 2012, lorsque l'OFPRA voulait retirer le Mali de cette liste, il a fallu, d'accord, que le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, écrive officiellement à l'OFPRA pour dire: tel que je vois la situation au Mali, les droits de l'homme ne sont plus respectés. Et donc pour cela, je vous prie, d'accord, de bien vouloir retirer le Mali de cette liste-là, pour que ce pays ne soit plus un pays sûr. Alors au Bénin, d'accord, ça a été le contraire. C'est quelques mois après, quelques temps après que le HCR ait reconnu le Bénin comme un pays où les réfugiés peuvent venir, que l'OFPRA agit ainsi. C'est là où moi, ça me crée, j'ai un peu d'inquiétude par rapport à cette décision. Et lorsque aussi, surtout, j'ai été interrogé, et on me dit que la conséquence immédiate, c'est que ceux dont les demandes sont en instance, les Béninois dont les demandes sont en instance, pourraient trouver satisfaction sans condition. C'est là où je dis, apparemment, il doit avoir un guise. Très bien. Mais merci à vous. Nous allons évoluer et aborder le second sujet. Ça concerne Hubert Akakpo. Classement du Bénin. Par rapport au pays qui lutte contre les produits prohibés, le Bénin est 13e. Là, c'est une question de classement qui revient encore. 13e, oui. Sur 99 pays au plan mondial, et le Bénin est 4e au plan africain. Je crois quand même que c'est des prouesses qu'il faut, au-delà de tout, saluer. Si déjà on retire le Bénin de la liste des pays de sources sûres et que d'un autre côté, on nous classe, même si ce n'est pas forcément les mêmes aspects, je crois quand même qu'il est important d'en parler et de dire quand même que les réformes sont en train de porter les fruits, surtout au niveau de la douane, avec la lutte contre les produits prohibés, la contrebande et autres produits illicites qui inondent nos marchés. Je crois qu'il est important de saluer, de reconnaître que les réformes instituées par le président Patrice Talon au niveau donc de la douane en train donc d'apporter quand même les fruits. C'est pour ça que j'ai choisi le sujet. C'est un sujet, je n'ai pas voulu trop en parler, sinon ça semblerait de la publicité pour la douane béninoise. Mais je reconnais quand même que il y a du bon qui se fait de ce côté, surtout avec les réformes du président Patrice Talon aujourd'hui, où tout est informatisé. Il n'y a plus de contact de personnel immédiat, la dématérialisation de l'administration douanière, ce qui a favorisé, a permis à notre pays de pouvoir atteindre ces performances. Ce n'est d'ailleurs pas pour la première fois. Depuis 4 ans déjà, le Bénin a toujours été classé au meilleur rang. C'est compte tenu de cette opération STOP de l'OMD, l'Organisation mondiale de la douane, que le truc a été ventilé. Et puis bon, les gens ont cru que c'est pour la première fois que le Bénin est en train d'être classé à ce rang-là. Donc, je souhaiterais quand même qu'on fasse un zoom sur ça et permettre à ce que les gens puissent savoir qu'il y a du bon qui se fait. Très bien, oui. Jacques Bocor. Non, il a touché des aspects importants des facteurs qui ont dû militer en faveur de ce classement-là.
Je pense que nous sommes tous béninois, nous lisons la presse presque tous les jours. Il y a des saisines de faux médicaments, des produits prohibés par la douane. Il a dit. Je pense que la douane fait beaucoup d'efforts et il y a aussi le leadership au sommet de l'État, sans doute. Parce que là où il y a la rigueur, ça doit porter forcément son fruit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut souhaiter? C'est qu'il faut souhaiter que nous quittions la 13e place pour la deuxième, pourquoi pas la première place sur 99 pays. Donc, je pense que, certes, un effort est fait, mais si on peut en faire davantage, je pense que c'est tout à l'honneur du pays. Ainsi, on dit que le Bénin est premier en matière de lutte contre les produits prohibés, c'est réconfortant. Donc, c'est bien pour le moral, bravo pour les différents acteurs qui font du bon boulot, que ce soit au niveau de la douane ou de toutes les structures qui sont au niveau de nos frontières, que ce soit à l'aéroport, au niveau du port, tout ce beau monde. Donc je pense qu'il faut maintenant faire davantage d'efforts pour que nous fassions, disons, un bond en avant. Très bien, oui, félicitations Fayon. Oui, vous savez, tout à l'heure, il y a eu des classements de notre pays quelque part. Nous avons parlé, voilà, oui, c'est normal, hein, les journalistes ont dit le train qui vient à l'heure ne retient l'attention de personne. Absolument. C'est lorsqu'on est en retard oui, on commence à dire mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne va pas. Il y a eu une mauvaise publicité contre notre pays, on en parlait. Oui. Cette fois-ci, je crois que c'est une très bonne publicité pour notre pays. Il faut quand même essayer d'applaudir. Et puis, on parle derrière de l'OMD, l'Organisation mondiale de la douane. Ça n'a rien à voir avec la France, ça n'a rien à voir avec un pays. C'est une organisation mondiale. Et donc, qui n'est pas manipulable. Je ne sais pas. Au moins ça. Je ne sais pas. Qui n'est pas manipulable. Moi, ça. Je suis à l'échelle mondiale. Et donc, il y a plus de crédit là que bon. Ça, au moins, on peut accepter. Et puis, il y a une contradiction. Vous voyez un peu. Si l'OMD déclasse notre pays comme étant celui qui lutte contre les produits prohibés, bien sûr. Vous voyez. Alors que parmi ceux qui se disent persécutés, il y en a qui sont recherchés par la justice pour ces causes-là. Vous voyez un peu, on nous dit que notre pays n'est pas un pays sûr parce qu'on pourchasse, ou bien la justice recherche des gens qui sont impliqués, qui sont cités bien sûr, dans des cas de commerce, de trafic de produits prohibés. Et au même moment, l'OMD nous classe comme étant un pays qui lutte comme ça. Vous voyez que le classement de l'OMD nous réconforte d'ailleurs et nous amène donc à renforcer, comme Jacques l'a recommandé d'ailleurs, à travailler pour que nous puissions être premiers, pourquoi pas, et n'en déplaise à l'œuvre qui pensera que notre pays est en train de marcher sur les droits de l'homme. Donc je pense que ça nous réconforte, c'est salutaire. Oui, c'est tellement Jacques. Non, je n'ai pas de mots à passer, mais je constate que l'Organisation mondiale des douanes est plus crédible que l'OFPRA selon... C'est une organisation internationale. Pas d'une organisation mondiale. Et l'OFPRA, c'est pour la France, donc. Ouais, mais écoutez, la France est quand même aussi internationale. Ça n'est pas. Ça veut dire que le Bénin aussi est international. C'est lié à la France. Donc, nous sommes un pays souverain. Une structure française. Donc, écoutez. Non, je pense que on a déjà fait le tout. On a dit l'essentiel. C'est vrai, c'est l'humain qui est comme ça quand ça arrange. Et puis c'est la politique. Quand ça arrange, on n'hésite pas à tirer le drap de son côté. Quand ça n'arrange pas, c'est que on est prêt à badigeonner tout en noir, à peine tout en noir. Bon, travaillons simplement pour que notre pays rayonne. Et voilà. Il y a un aspect que je voulais même souligner dans cette affaire de lutte contre les produits prohibés. Nos douaniers sont confrontés. Je veux citer le cas de notre... on va pas citer, on va pas faire... Non, je vais pas appeler son nom, mais des douaniers qui sont persécutés, et surtout par ceux-là qu'on appelle les kamikazes, ceux qui font Fayao, entre griffes là, ils sont tout le temps persécutés. Je ne sais pas s'il faut revoir la chose et redonner aux douaniers une formation beaucoup plus militaire que ça. Parce qu'ils sont souvent confrontés, on les charcute dans les brousses. Chez moi, on en a constaté, pas plus tard que 3 semaines. Non, chez moi, Tokpa, ils ont. C'est dans Grand Popo, puisque c'est un circuit, oui, c'est une zone frontalière au Togo. C'est un circuit très favorable où
le firewall, c'est que ça passe vite, quoi. Ça. Donc, ils sont souvent confrontés à ces gens. On les charcute seulement. Hein, donc, ça fera certainement l'objet d'un sujet qu'on aura abordé ce dimanche. Voilà. Alors, le troisième sujet, nous allons en parler, la rencontre très attendue du chef de l'État avec les responsables des centrales syndicales. Jacques Bokor, pour le sujet, c'est ce que vous avez voulu. Oui, c'est l'approche d'abord. Elle est salutaire parce que lorsque vous voulez mettre en œuvre une réforme, une décision du genre, je pense qu'il faut associer les différents acteurs, écouter les différentes parties. Même le plus con des parties prenantes, moi je pense qu'il faut l'écouter et faire la synthèse après. Qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais bon, en amont, on n'avait pas fait cela. On était là quand la décision a été envoyée dans l'opinion et toute la grogne qui a suivi avec des menaces de boycott, des coups qui planaient. C'est vrai, il fallait que le chef de l'État réagisse, comme c'est en griffe le père de la famille. Il l'a fait avec même je pense, je peux l'appeler ainsi, des concessions. Il a été favorable à certaines propositions qui ont été faites. Moi, je pense que c'est une bonne approche. J'aurais souhaité que ça vienne en amont, que ça précède la décision, que les différents acteurs soient écoutés. Parce que les centrales et confédérations ont souvent fait des propositions. Souvenez-vous, par rapport à la Covid, je pense qu'elles ont fait beaucoup de propositions, mais qui n'ont pas été prises en compte. Bon, le gouvernement a jugé ce qu'il a pensé comme étant, disons, la bonne décision et a foncé. Mais cette fois-ci, il y a eu flexibilité. L'autre chose, c'est que on peut se demander si c'est le chef de l'État forcément qui doit intervenir chaque fois dans ces genres de crise. Puisque nous avons désormais des techniciens, on a dit qu'il faut installer le Conseil national de l'éducation qui est fonctionnel depuis, je pense, plus d'un an. Mais c'est qu'on ne sent pas ce Conseil national de l'éducation, puisque le chef de l'État, même à l'installation, a dit, alors, désormais, la politique est sortie du système éducatif. Mais si ça va au palais de la République, je pense que nous sommes toujours dans les mains du politique. Je pense que le CNE pouvait déjà aider à trouver le juste milieu pour qu'on n'assiste pas à ces grognes auxquelles nous avons assisté sur, je pense, une dizaine de jours ou 2 semaines environ. Le CNE, je n'arrive pas à percevoir correctement le rôle qu'il joue. Voilà les appréhensions que j'ai. Oui, attends. Bon, je crois que à propos de cette rencontre du chef de l'État avec les organisations syndicales, je crois que cette rencontre elle est la bienvenue et ça vient régler un problème. Ça vient régler un problème. Le chef de famille, quand il initie des réformes, c'est normal qu'il rencontre les acteurs du système afin de... Maintenant, ce que moi je déplore dans cette affaire, je ne sais pas. Bon, peut-être que c'est une nouvelle expérimentation. On pourra expérimenter cette facette aussi de la chose pendant l'année scolaire qui est en cours et voir ce que ça va donner. Puisque lorsqu'on me dit qu'un enseignant va faire au-delà donc de l'heure habituelle, 30 heures de cours par semaine, on sait déjà le résultat que nos enseignants produisent avec les 20 heures, 22 heures qu'ils faisaient, même les 15 heures qu'ils faisaient. On sait ce qu'il y a. Pour avoir aussi touché un peu à la chose, bon, même si c'était dans la chose, on sait un peu ce qu'on endure et faire 30 heures, je ne crois pas que ça pourrait être possible. Même si c'est possible, l'enseignant ne va pas donner le résultat. Parce qu'il y a, au-delà de ce que nous pensons, il y a aussi, c'est un individu. L'enseignant, c'est un individu qui a aussi des charges en dehors des cours qu'il dispense à l'école. Il a aussi des charges. Et ces charges-là aussi pèsent. Dans une semaine, les charges d'un enseignant, ce qu'il endure au-delà des cours
c'est pas ce que nous sommes en train de raconter là. Hein. Je ne sais pas si les enseignants sont suffisamment préparés à pouvoir tenir pendant à faire les 30 heures qu'on leur impose. Mais je me dis, certainement, le gouvernement a pris des mesures, pour pouvoir pallier donc aux petites imperfections qui pourront donc survenir. Mais j'attends l'expérimentation pour l'année scolaire qui est en cours pour voir à la fin de l'année ce que ça va donner. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a promis de possibles des accommodements. Oui, même si... Pour pouvoir faciliter la chose, que tout le monde se faciliter. Ce que je ne sais pas si c'est vrai, on nous dit que un enseignant qui peut-être faisait SVT peut être appelé peut-être à dispenser des cours de SPCT ou quelque chose du genre. Je ne sais pas si est-ce que les enseignants sont suffisamment préparés à ça. Je ne sais pas. On attend de voir ce que ça pourra donner. Oui, Félicien Fayon, nous avons votre avis sur la question, cette rencontre très attendue, la flexibilité du chef de l'État. Justement, moi je voudrais me prononcer sur, pas la flexibilité, mais bon, l'acte du chef de l'État qui, il a surpris plus d'un, parce qu'il est venu prouver le contraire de ce que les gens pensent d'habitude de lui. Les gens estiment peut-être qu'il ne s'intéresse pas à des questions qui touchent la base, qui touchent le bas peuple. Les gens estiment aussi que lorsque le gouvernement du parti prend une décision, c'est que lui-même, il est clair, il est rigide là-dessus, c'est qu'il ne revient pas là-dessus. Comme le dit certains, il fonce seulement. Il fonce. Même quand on a appris qu'il a invité les syndicalistes, certains se disaient déjà que bon, c'est clair, c'est pour aller leur expliquer la position du gouvernement. C'est pas forcément pour faire des concessions. Mais tout le monde a été surpris de voir que l'homme s'est montré vraiment flexible et perméable. Il a discuté avec eux, il leur a dit que il y a des possibilités donc, de revoir ce qui est prévu là. Donc, cette démarche, moi, ça m'a plu. Jacques l'a dit, il n'était pas forcément obligé lui-même de prendre ce dossier-là en main. Mais c'est tellement parce qu'il n'avait pas voulu, il y a déjà la rentrée, il n'avait pas voulu que ça fasse traîner, qu'on perde du temps. Donc, il a voulu trancher ça une fois de bon. C'est une démarche que moi, je salue beaucoup. Mais je me dis que, est-ce que cette décision d'attribuer 30 heures à chaque agent, chaque aspirant, est-ce que cette décision est aussi anodine? Est-ce que ce n'est pas le comportement, l'attitude de ces aspirants-là, sinon de ces enseignants-là, qui a amené peut-être le gouvernement, sinon les acteurs éducatifs, à prendre cette décision? Vous savez, parce que moi j'ai été encadré pour la plupart par des enseignants vacataires quand j'étais au collège. Il y a même des titulaires qui, quand ils ont réglementairement leurs 18 heures, ils vont dans des écoles privées prendre des heures, ils ont des heures de maison, des cours de maison qu'ils font. Et donc, quand on fait le point, on sait que même ils vont au-delà même de 30 heures. Et puisque au trésor, à la fin du mois, c'est qu'ils perçoivent beaucoup d'argent. On sait également que les vacataires, d'alors, il y en a qui prennent 24 heures, 25 heures, et il y en a qui prennent 10 heures. En fait, eux-mêmes, ils avaient donné la possibilité de ce que oui, la chose est faisable. Certainement, les gens ont analysé pour dire, mais s'ils arrivent à le faire, est-ce que ce n'est pas possible de leur donner ces heures-là? D'accord, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que si les gens avaient fait de tapaille pour dire qu'ils sont contre, est-ce que ce n'est pas pour avoir des économies d'heures au fin de pouvoir satisfaire à leurs obligations dans les écoles privées, dans les collèges privés? Ça, c'est aussi une interrogation qu'on se pose. L'autre chose également, c'est que quand on dit 30 heures, peut-être que quand on n'explique pas ça à certaines personnes, ils vont croire que oui, on veut dire tuer les aspirants. Non. L'enseignant du primaire qui vient à l'école à 8 heures, qui rentre à 12 heures, qui vient à 15 heures et rentre à 17 heures, fait déjà 6 heures par jour. Pendant les 5 jours, en réalité, lui a déjà fait les 30 heures. Sans problème, il n'en meurt pas. Sauf les mercredis soirs où il ne vient pas au cours. Donc ça fait 28 heures. Alors que nous savons qu'il y a des enseignants du primaire qui viennent à 7 heures. Au CM2, il y en a qui rentrent au-delà de 17 heures, même de 18 heures. Et donc, ils font habituellement plus de 30 heures. Ce n'est pas des gens qui sont forcément mieux payés que ceux qui sont dans les collèges. On me dira, oui, l'effectif n'est pas aussi petit, mais je dis, mais c'est un faux problème. Donc, je ne suis pas là pour soutenir les 30 heures. Si pédagogiquement, ce n'est pas faisable, c'est qu'il ne faut pas le leur attribuer. Et j'espère que ces aspirants, lorsque le gouvernement va revoir sa copie, vont se donner eux-mêmes aussi du repos pour ne pas aller sacrifier ou bien vendre ces heures-là dans des privés pour ne plus se voir capable de donner le meilleur d'eux-mêmes qui revendiquent. Je l'espère vraiment. Non, on peut comprendre le souci du gouvernement, la recherche de la qualité au niveau de l'enseignement, mais en aucun cas, je pense que l'argument selon lequel, oui, eux-mêmes, ils allaient même au-delà des 30 heures. Non, ce n'est pas parce que je prends de l'opium que le gouvernement va me dire, mais tiens, va prendre de la cocaïne en plus. Non, si les enseignants avaient l'habitude d'exagérer en termes de quotas
réglementairement connu, c'est au gouvernement de dire halte. Ce n'est pas au gouvernement de dire, bon, comme vous-même, vous exagériez, non, je profite de l'occasion pour, non, vous soumettre à cet exercice-là. Non, je suis désolé, non. C'est pas une je action pense que contre eux. Je sais. C'est pourquoi j'ai dit, je comprends le souci du gouvernement, parce que nous n'en avons pas assez. Et comment faire pour que les enfants ne soient pas abandonnés dans les classes. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut essayer de discuter en amont avec les acteurs. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes face à une situation du genre, à une situation pareille. Centrale syndicale, représentants des aspirants, et représentants des parents d'élèves. Voilà la situation. Mettez le problème sur la table pour que chacun apporte du sien. Donc, je pense que si cela avait été fait, on n'en serait pas là. Quand on dit les enseignants du primaire, ça, tout le monde sait que ce sont les enseignants du primaire. Ce n'est pas parce que les enseignants du primaire le font que les enseignants du supérieur vont le faire. Au supérieur, pourquoi les enseignants du supérieur ne le font pas? Donc, je pense que chaque sous-secteur avec ses spécificités, il ne faut pas exagérer. Pas oublier aussi qu'au primaire, il y a des aspirants. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais le primaire, c'est le primaire. Mais le secondaire, voilà, on parle de la bivalence aussi. La bivalence qu'on avait pratiquée et que à l'évaluation, on a dit non, que ce n'est pas... à l'arrivée, c'est que le résultat n'y est pas. Il faudrait que nous allions à la spécialisation. Les gens sont allés se spécialiser. Vous dites maintenant qu'il faut qu'on fasse 2 matières qui s'apparentent. Je pense que pédagogiquement, ça ne répond pas. Et c'est vrai, nous pouvons espérer que ce dénouement va essayer d'aplanir les divergences et que bon, l'école va reprendre de plus belle. Mais qu'à l'avenir, moi, je pense qu'il faut franchement discuter, dialoguer avec les différentes parties. Maintenant, l'autre chose, oui, le chef de l'État qui a toujours été aussi ferme, dur, pourquoi il est devenu subitement réceptif ou accessible, flexible. Bon, est-ce qu'on peut aller sur la piste de la période aussi, qui s'y prête peut-être? Pourquoi pas, le chef de l'État est en train de préparer sa descente, parce que nous avons une échéance électorale en Vous avez apprécié la flexibilité que vous... Non, mais c'est ma façon de voir, ma façon d'apprécier. Et puis, les commentaires sont quand même libres. Donc, le chef de l'État, il veut forcément, certainement, arranger les bords, polir les bords, là où ça ne va pas. Ça se voit, même à travers des décisions. Vous voyez, le dernier conseil des ministres s'y prête aussi, avec beaucoup d'exonérations. Peut-être que nous allons assister à ça les 6 mois à venir. Donc, ne soyons pas peut-être surpris que le chef de l'État soit davantage flexible. Est-ce que ça ne pose pas un problème, à mon avis, parce que... Non, je n'y trouve pas d'inconvénient. Mais il est aussi un politicien. Absolument, je n'y trouve pas d'inconvénient. Il faut toujours profiter de vous savez, ça veut dire que Félicien est en phase avec moi. Non, je ne suis pas contre ce que tu dis, même si je ne l'épouse pas. Actuellement, en Côte d'Ivoire, vous voyez le président Alassane Ouattara faire des inaugurations, des lancements à la veille des élections. Et pour lui, il travaille normalement. Donc, ce n'est pas un problème, mais je pense que Patrice Talon, si lui voulait utiliser les moyens de l'État, sinon les occasions qu'il a au niveau de l'État pour faire de la campagne, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, je ne lis pas forcément cette flexibilité aux échéances électorales qui s'approchent. Vous vous rappelez qu'en 2019 ou en 2020, au moment où on devait faire les élections, on a rencontré les acteurs politiques des partis et les chefs des partis politiques. Les gens avaient des difficultés même pour mettre leur parti en règle. Et il avait insulté le ministre Kalafi à l'époque pour dire, bon, écoutez, je vous demande de mettre les agents à disposition des partis politiques pour les aider à faire les formalités nécessaires qu'il faut dans les délais requis. Il a été flexible. Et je pense qu'il y a eu plusieurs décisions comme ça, ou plusieurs crises comme ça, où il s'est montré quand même flexible. Donc, il a dit d'ailleurs, nous n'avons pas l'intention, bien la prétention de tout connaître. On n'a pas la science infuse. Et donc, s'il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, se comprendre, on n'a qu'à y aller. Je ne vois pas Patrice Talon regarder 2021 et poser des actes maintenant. Apparemment, non. Puisque jusque-là, par exemple, il n'a pas encore dit qu'il est candidat. Il n'a pas donné une décision ferme à des ministres pour aller faire de la campagne. Et je sais qu'il y a des restrictions encore, même au niveau des ministres. Et donc, vous voyez, on se demande, mais en 2021, là, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut faire des faveurs pour quand même avoir les voix des populations? Mais apparemment, l'homme n'est pas en train de lier
la gouvernance aux élections qui Et s'approchent. cette décision, il faut le dire, rappeler, a créé, en tout cas, de remous au sein des enseignants, c'est important. Et puis la rentrée, dans un contexte aussi difficile, Bien sûr. il faudra Moi, je me dis calmer qu'il les tient plutôt ardeurs. à la rentrée, Oui. qu'il tient plutôt au respect du calendrier scolaire bien pour sûr. que ça n'agisse pas. Vous voyez ce que le Covid a fait. On a eu des problèmes vers la fin de l'année dernière. Il a fallu donc des agencements pour pouvoir rattraper le temps. Et donc, je me dis qu'il tient compte de ça pour dire allons-y vite pour ne pas sacrifier nos enfants. Très bien. Nous allons, merci à vous pour ces sujets. Nous allons faire rapidement le tour de table par rapport aux 3 sujets. Je commence par Hubert Kakpo. Bon, je démarre d'abord par cette affaire de l'OFPRA, et demander à nos concitoyens béninois de permettre à ce que celui qui est au pouvoir puisse mener à bien les actions pour le bonheur de ce pays et de cesser de mettre les bâtons dans les roues, comme on le dit souvent. Parce que je l'ai toujours dit, les institutions, que ce soit institutions internationales ou nationales, les institutions valent ce que valent les hommes qui les animent. Donc, corruption, il en existe partout. Tout le monde peut être... même si vous n'aimez pas souvent ces mots, trop fort à l'antenne, et je me dis ce qui se passe avec notre pays aujourd'hui, il faut que nos compatriotes, ceux-là qui sont de l'opposition, puissent donc mettre de l'eau dans leur vin, afin que le pays puisse donc, qu'on puisse donc jouir, qu'on puisse jouir donc du talent sur le chef de l'État. Au cours de l'une de ses rencontres avec les Béninois de la diaspora, disait: je n'ai pas le talent, mais j'ai le talent de me faire entourer des gens qui ont le talent. Et donc, si il y a du bon qui se fait et que d'aucuns pensent que c'est ce qui se fait parce que c'est pas dans leur intérêt, qu'il faut donc tout faire pour peindre tout en noir, je dis ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Maintenant, à propos de cette affaire de la douane, je continue toujours de le dire, il faut que notre pays aille au-delà, aille au-delà donc de ce qui se passe, et que si cela va être réalisé, ça dépendra de nous, population aussi, ça dépendra des Béninois c'est les Béninois, ceux qui font de l'illicite, ceux qui font le commerce des produits illicites, c'est des Béninois, donc c'est pas des étrangers, que ces Béninois là aussi essaient donc de revoir un peu les copies, afin donc de se conformer aux règles. Quand on est dans un pays, surtout notre pays qui est un pays à fiscalité, il faut qu'on essaie quand même de se conformer aux tests. Pour le troisième sujet, pour le troisième sujet, je dis ceux-là qui se chargent, qui entourent le chef de l'État et qui essaient d'élaborer les curricula en matière donc de choses, ceux-là qui ont aidé le chef à pouvoir les techniciens en la matière n'ont qu'à revoir la copie. Moi je dis, cette affaire de 30 heures, même si on l'applique, le résultat serait médiocre. D'accord. Merci à vous. Oui, Jacques Boucault. Non, que le gouvernement continue dans cette lancée. Je commence par le troisième sujet, qu'on ait davantage l'écoute, qu'on soit davantage flexible. Si le chef de l'État peut être davantage flexible, je pense que c'est pour le bonheur du pays, c'est pour le bonheur de vous, de Urbain, de Félicien, de nous tous. Donc je pense qu'on ne peut que souhaiter cela. L'autre chose, c'est par rapport au mauvais classement ou au déclassement du Bénin. Et comme je l'ai dit, je pense qu'un pays, c'est l'économie, c'est le social, c'est la justice, c'est beaucoup d'autres aspects. Donc, s'il y a des maillons de la chaîne qui ne fonctionnent pas bien, je pense qu'il y a un problème. La chaîne ne tournera pas bien. Donc, il faut déjà rechercher ces maillons-là. S'il y a des choses à réajuster, à corriger, pour que tout aille pour le mieux, je pense qu'il faut le faire. Et ne prenons pas forcément ces décisions, ces résultats, ces publications comme de l'opposition ou comme on n'aime pas le Bénin. Non, je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul, analyser, décrypter ce qui a été rendu public. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que rapidement nous soyons peut-être réintroduits. Cela va de l'intérêt du pays par rapport à l'OMD, c'est ça, l'Organisation mondiale de la douane.
je l'ai déjà dit, il faut qu'on travaille davantage parce que moi, j'aurais souhaité, comme au niveau de la presse, nous avons été pionniers, hein, enfin, nous avons été tête de peloton dans des classements Reporters sans frontières. Donc, je pense que si on peut être premier, deuxième, c'est sur 99 pays. Je pense que c'est tout à l'actif du pays. Félicien Fayon. Oui, moi je pense que les classements et déclassements, il faut forcément tirer des leçons. Nous ne sommes pas un pays isolé, bien que nous soyons un État souverain. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a parfois des États qui font des options. Oui, parce qu'il faut faire de la soude d'oreille parfois pour pouvoir évoluer. À un moment donné, le Rwanda avait été oublié, mais aujourd'hui, nous envions le Rwanda. Le Ghana avait été oublié sous Eddie Rawlings. Aujourd'hui, beaucoup de pays donc envient cet État-là. Et donc, si vous devez être tout le temps être à l'écoute de ces organisations, de ces institutions, parfois vous risquez de ne pas dérouler votre plan que vous avez pour votre pays, au risque donc de perdre d'accord, les points que vous recherchez pour votre pays, pour son développement. C'est sûr que ceux qui sont les acteurs à divers niveaux travaillent déjà pour éventuellement corriger ce qui est à corriger. Je sais aussi que la Commission béninoise des droits de l'homme, qui a déjà remis le rapport au chef de l'État et qui également a rencontré le président de l'Assemblée nationale récemment. Je sais que cette commission travaille pour que très bientôt, c'est sûr, selon les tests, puisque les tests sont prévus, bien sûr que après avoir transmis donc le rapport aux institutions, qu'il faut d'abord une large diffusion, puis après les débats. Et donc nous aurons le temps d'avoir une connaissance donc de ce rapport-là. Est-ce que les droits des Béninois sont effectivement bafoués? Est-ce que les droits de l'homme sont bafoués au Bénin? Nous aurons le temps de le savoir dès que les institutions vont se prononcer et dès que le débat va s'ouvrir entre chaque commissaire et les composantes qui sont donc concernées. On aura donc une idée de ça. Est-ce que le peuple a raison ou pas? On aura le temps de voir tout ça. Toutefois, je suis sûr que les institutions concernées doivent pouvoir tirer des leçons à cet effet. Et il en est donc de même pour le dossier relatif donc, à l'OMD, le classement de notre pays. C'est clair que 13e, c'est bien, mais c'est sûr qu'on devra travailler d'accord, pour atteindre le sommet et éliminer beaucoup de facteurs. Pour les enseignants, je pense que le chef d'État a déjà donné le top. Il faut revoir les choses. C'est sûr que ça va être revu. Mais je voudrais rejoindre Jacques pour dire que le Conseil national de l'éducation installé depuis un moment donné, nous ne voyons pas encore ses actions. Et donc, le Conseil doit véritablement jouer son rôle. Il faut qu'on sente effectivement que ce Conseil existe et agit. C'est vrai, nous avons suivi le ministre qui avait dit que le Conseil avait été consulté. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que le Conseil lui-même ne peut pas sortir se prononcer sur des questions données. Donc, il faut quand même que nous puissions, ce Conseil sorte, qu'on sente que oui, on l'a installé, quel est le bilan, où est-ce qu'on en est, et si certaines questions comme ça, quel est son avis. Et que peut-être que le chef de l'État ne soit pas forcément obligé d'intervenir à chaque fois. Oui, parce que chacun n'a qu'à jouer son rôle, chaque institution n'a qu'à jouer son rôle. Très bien. Merci à vous, Félicien Fayon. Je rappelle que vous êtes journaliste quotidien Le Matin. Jacques Boko, Le Matinal. Oui, Le Matinal. Félicien Fayon, journaliste quotidien Le Matinal. Jacques Boko, journaliste, rédacteur en chef de Matin Libre, et Hubert Akako, directeur de publication de Monde Info 7, rédacteur en chef par intérim de Radio Planète. Merci d'être venu ce dimanche pour l'hebdo des éditorialistes. Restez toujours avec nous juste après. Vous allez suivre le journal de la mi-journée, le journal dominical de la mi-journée avec Karine Adeni. Et puis Dimanche c'est politique se poursuit. La suite c'est à 14h. Merci et à tout à l'heure.